une immense partie, je dirais, de la qualité d'un fonds, c'est son portefeuille et comment on arrive à sourcer des opportunités d'acquisition. Si la prise en considération elle est uniquement d'un point de vue rentabilité pour vous, pour la valorisation du foncier, c'est impossible de l'acheter. Difficile. C'est pas impossible, on a réussi à le faire déjà, mais c'est pas facile. Et je pense que tout l'objectif des fois dans l'immobilier, c'est aussi de savoir être anticyclique. On est une exception, donc on est totalement une exception, puisque nous l'année passée, en 2023, on a fait 2 augmentations de capital. Toutes les décisions qui ont été faites sans se rendre sur place ne sont évidemment jamais les bonnes. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Vincent et Léon, donc de StoneEdge Asset Management. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cet épisode. On va parler aujourd'hui de la société StoneEdge Asset Management et de StoneEdge SICAV. Peut-être rapidement, présentez-vous en 2 mots, et puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet en parlant de la société et l'activité elle-même. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Edouard. On est ravis d'être aujourd'hui ici à Sion. Alors, je me présente rapidement. Léon Lee, donc je suis directeur des opérations chez StoneEdge Asset Management et puis je m'occupe au quotidien de la gestion du portefeuille. Donc ça va de la gestion avec la gérance, la gestion avec les entreprises également, et puis la gestion pour les projets de construction. Excellent. Très bien. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Vincent Millet, donc je suis le directeur de StoneEdge Asset Management. Et dans ce rôle, je m'occupe principalement de 2 choses, ce sont les acquisitions et les investisseurs. Ok. Concrètement, c'est quoi le lien? Alors, qu'est-ce que fait StoneEdge Asset Management, et puis quel est le lien avec StoneEdge SICAV? Comment ça fonctionne? Ouais, peut-être expliquer un bref historique de ce qu'on fait. StoneEdge SICAV, donc est une SICAV qui a été créée fin 2017, pour un bref historique, qui était gérée par un gestionnaire externe. Au bout d'un certain temps, il a été décidé d'avoir un gestionnaire dédié pour gérer cette SICAV, ce qui lui permettrait d'obtenir les objectifs de croissance qui étaient ceux des actionnaires. C'est pour ça que dès 2019, on s'est mis sur la création d'un gestionnaire qui demande évidemment de mettre en place une équipe et d'obtenir une licence de la FINMA pour devenir un gestionnaire de fonds régulé. Et donc, on a obtenu cette licence FINMA au printemps 2020 et on a officiellement repris la gestion d'un produit, StoneEdge SICAV, en juillet 2020. Donc, ça fait bientôt 4 ans que StoneEdge Asset Management s'occupe uniquement d'un seul produit, qui est StoneEdge SICAV. Ok. Et concrètement, que fait StoneEdge SICAV? Exactement. D'investissement. StoneEdge SICAV, c'est une SICAV basée en Suisse. On est basé à Lausanne. Et donc, on est un fonds immobilier qui s'occupe de gérer un parc immobilier. Et notre stratégie, c'est surtout de faire des immeubles résidentiels en Suisse romande à création de valeur. Donc, on va aller chercher des immeubles sur lesquels on peut développer, créer, surélever, transformer, changer d'affectation. Donc, amener une certaine valeur ajoutée au parc que nous gérons, tout en restant dans un core business qui est très focalisé sur le résidentiel en Suisse romande. On a 80% de notre parc qui est entre Genève et Montreux sur l'arc lémanique. Ok. Donc vous achetez, est-ce que vous faites du développement aussi à travers la SICAV? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc ça peut être autant, disons, dans la stratégie d'une SICAV, je trouve toujours très intéressant de comment est-ce que vous faites. Alors, des fois, on peut voir un fonds immobilier comme je sais pas moi, un gros investisseur qui achète des immeubles qui sont déjà tout prêts et plutôt facile, tout loué, etc. Donc comment est-ce que ça fonctionne peut-être déjà dans la mise en place de la stratégie? Quel type de stratégie vous avez? Et puis ensuite après on parlera aussi du processus d'acquisition pour un fonds comme celui-là, de comment ça fonctionne concrètement, quoi. C'est quoi les étapes? Sur le processus d'acquisition, donc maintenant. Ouais, on verra après peut-être si on parle de la stratégie d'abord. Donc, la stratégie, donc, comme tu l'as énoncé, alors c'est peut-être sur deux piliers. Comme je l'ai dit, c'est du résidentiel sur l'arc lémanique. Ouais. Et puis ces 2 piliers, ça va être comme tu le dis, acheter des immeubles qui sont déjà construits. Qu'on va nous par contre amener une certaine valeur ajoutée parce que étant surtout une SICAV qui est d'une plus petite taille que des gros fonds immobiliers, on ne peut pas se permettre d'acheter des immeubles à un taux de rendement relativement faible. Si tu veux, avec les frais de fonctionnement de l'immeuble et du fonds, après tu sors plus rien pour tes actionnaires. Donc tu dois amener une certaine valeur ajoutée et augmentation de croissance de ce que tu peux faire sur l'immeuble. Puis l'autre, évidemment qu'on va essayer d'aller chercher du développement. C'est là où des fois on peut créer le plus de valeur ajoutée pour nos actionnaires. L'idée, c'est d'aller le plus en amont possible des projets.
c'est toujours difficile. Et ces dernières années, c'était d'autant plus difficile que, si tu veux, nous, en tant que faire du locatif, c'est très difficile de régater par rapport à des gens qui vont faire de la PP, de vendre ça à 10, 15 000 francs du mètre carré selon les situations. Toi, tu vas louer ça à 300, 350 francs du mètre carré par an. Donc, de pouvoir se positionner sur des terrains, c'est très compliqué. Après, il y a un autre facteur, qui est que selon le droit des fonds immobiliers, et on en parlera lors du processus d'acquisition, on devait faire une expertise externe lors de toute acquisition. Et en fait, tant qu'il n'y a pas un permis de construire, ce n'est pas valorisé de la même manière. Et comme on n'a pas le droit d'acheter plus cher que le prix de l'expertise, je ne peux pas me positionner en amont sur un projet qui n'aura pas de permis. Donc, c'est très difficile. Donc, on doit pouvoir faire des ventes ou des offres d'achat qui sont conditionnées à l'obtention d'un permis de construire ou ce genre de choses. Ah, vous êtes obligé de faire des offres conditionnées? Ah oui, bien sûr. C'est pas qu'on est obligé. La question, dire que la FINMA ne t'autorise pas d'acheter un terrain où il n'y a rien. Donc, on ne peut pas acheter un champ, ce genre de choses. Après, tu peux acheter un terrain où il y a déjà un immeuble. Par exemple, ce terrain, et c'est le cas qu'on a dans notre portefeuille, on a une très belle parcelle au centre de Lausanne sur laquelle il y a déjà un immeuble et on est dans le processus d'obtenir le permis pour un deuxième immeuble sur cette parcelle. Okay. Par contre, évidemment que le vendeur qui va vendre un terrain qui a un certain potentiel constructible, lui, va prendre en compte ce potentiel dans son prix de vente. Tandis que nous, notre expert ne va pas le prendre en compte dans son expertise. Donc après, c'est comment je peux faire matcher le prix de vente avec mon prix de l'expertise. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que le développement est très difficile pour les fonds immobiliers avant d'obtenir une certaine grosse taille et de pouvoir se positionner sur des plus gros projets, ce genre de choses. Ok. Et vous ne pouvez pas, en mettant en place... parce que quand vous achetez l'immeuble, vous avez la volonté d'acheter l'immeuble, vous savez très bien ce que vous allez faire avec, vous savez très bien que vous allez le développer, et c'est impossible de faire valoriser le potentiel de développement par l'expert. En tout cas, ça peut être utilisé dans l'expertise d'acquisition. Ça peut être utilisé dans la stratégie à long terme de l'immeuble, dans le cadre de savoir est-ce que la construction suivante permettra d'avoir une vraie création de valeur, mais uniquement dans ce cadre-là. Ok. Et donc, vous faites jamais de projet de développement avec la vente à la fin? On peut être, et ce sera le cas dans un des projets sur lesquels on est en train de travailler, parce que des fois, justement, avec un prix du foncier qui est relativement élevé, si tu peux te permettre de faire plusieurs immeubles, ce qui est dans le cas dans certains projets sur lesquels on travaille, et ben pour rentabiliser le prix du terrain, tu peux être un peu obligé de faire un peu une partie en PPE pour dégager un certain profit et puis compenser, si tu veux, le prix du foncier sur les autres immeubles que tu gardes après en locatif. Et dans ce cas-là, l'expert valorise en fonction du projet que vous avez avec le foncier? Oui, là, on va dire, on va vendre cet immeuble-là en PPE, ces deux-là, on va les garder en résidentiel. Parce qu'autrement, c'est absolument impossible d'acheter aucun foncier. Si la prise en considération elle est uniquement d'un point de vue rentabilité pour vous, pour la valorisation du foncier, c'est impossible de l'acheter. Difficile. C'est pas impossible, on a réussi à le faire déjà plusieurs fois, mais c'est pas facile. Non, effectivement. On a dit donc que StoneEdge est une SICAV. C'est quoi concrètement? Déjà, pourquoi c'est une SICAV? Et puis, c'est quoi la différence avec un fonds de placement contractuel? On en parlait avant. Je pense que c'est important juste de comprendre où est-ce qu'on est situé sur le placement collectif. Alors, comme tu l'as évoqué, StoneEdge SICAV, donc c'est bien une SICAV immobilière. Donc, c'est une société d'investissement en capital variable. Et la différence avec un fonds de placement contractuel, c'est que la SICAV a une personnalité juridique. Donc, c'est donc une société qui a un conseil d'administration et dans laquelle les porteurs de parts justement ont des droits et participent à justement cette assemblée générale qui a lieu tous les ans. Lors de cette assemblée, les porteurs de parts ont justement des droits qui permettent notamment d'élire le conseil d'administration de cette SICAV. Contrairement à un fonds de placement contractuel qui est un contrat entre justement une direction de fonds et un investisseur qui va placer son argent et qui est lié à un préambule de placement. Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'une SICAV, c'est plus compliqué à gérer ou pas qu'un fonds de placement contractuel? Alors non, en pratique, c'est exactement la même chose. En termes de gestion, c'est exactement la même chose parce qu'on a toujours un gestionnaire qui s'occupe de la gestion opérationnelle du portefeuille. La seule différence, c'est qu'on a un conseil d'administration qui est là pour chapeauter la SICAV et qui est là aussi pour challenger et puis mettre en place la stratégie de la SICAV de manière concrète. Ok. Alors je compléterai aussi en disant que justement, il y a peut-être certaines aussi différences parce que justement, les investisseurs ont peut-être un rôle plus important, justement, peuvent participer à certaines prises de décision. Pour ça, il y a une tenue d'une assemblée générale comme tu le mentionnais, donc il y a quand même certaines choses, je dirais, un petit peu en plus. Quand
Quand tu es porteur de part d'un gros fonds immobilier, tu reçois ton dividende au printemps ou selon la période qui est définie. Et si tu n'es pas content, tu peux juste vendre ta part. Donc là, c'est pas la même chose. Mais fondamentalement, après, ça ne change pas. Puis ce qui reste important pour une SICAV, il y a les mêmes côtés de la fiscalité des autres fonds immobiliers suisses qui ont déjà été présentés, mais qui montrent que, évidemment, tout ce qui est investi dans une SICAV est aussi déduite de ta fortune privée, et le dividende est net d'impôt sur le revenu. Ouais, complètement. On précise aussi que la SICAV n'est pas cotée, hein, c'est juste. Est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs un fonds, un fonds de placement coté ou pas coté, et une SICAV cotée ou pas cotée, ça ne change rien, ça. Okay, d'accord. Ça, par contre, ça change quand même passablement de choses au niveau de la gestion des choses, des informations qui doivent être transmises ou autres, que d'être coté ou pas coté. Ouais. Mais évidemment, les deux peuvent être cotés ou non cotés. Ok. Donc là, on est d'accord, c'est pas du tout, enfin, c'est pas coté. Donc ça veut dire que c'est réservé pour les investisseurs qualifiés. Exactement. Qui sont des investisseurs à caractéristiques assez spécifiques. Si on revient maintenant dans l'analyse des opportunités que vous faites, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez vous positionner sur un objet? C'est quoi le processus d'acquisition complet de A à Z pour un fonds? Donc nous, je dirais c'est aussi le cœur de métier, puisque finalement, un fonds immobilier, je dirais, si on prend juste un pas en arrière, son objectif c'est de grandir souvent. Pourquoi? Parce que finalement on bénéficie aussi d'économies d'échelle en gérant un plus grand portefeuille. Donc l'objectif c'est évidemment de grandir. Pour grandir, comme tu le mentionnais avant, il y a deux possibilités: où je vais acheter un immeuble qui est déjà construit, ou je vais acheter un projet de développement dont on pourra revenir plus tard. Tous ces projets, toutes ces opportunités d'acquisition, alors c'est une immense partie, je dirais, de la qualité d'un fonds, c'est son portefeuille et comment on arrive à sourcer des opportunités d'acquisition pour ce fonds. Et donc, dans mon rôle, moi, c'est une chose dont je m'occupe. Donc, on reçoit énormément d'opportunités d'acquisition de par un réseau privé, professionnel et de la réputation des années sur le marché sur lequel on travaille maintenant. Et donc, on reçoit un très grand nombre de dossiers d'opportunités, quasiment, j'ai envie de dire, tous les jours. De ça, on fait évidemment un très gros tri sur ce qui rentre ou non par rapport à certains critères qu'on a fixés, qui peuvent être des critères financiers, géographiques, typologiques, d'affectation, ESG ou autres. Donc selon évidemment un certain nombre de critères, on va trier les dossiers. Ceux qui nous intéressent, on va faire une espèce d'étude préalable, savoir évidemment est-ce que ça rentre, est-ce qu'en termes financiers, en termes de charges d'exploitation, en termes de potentiel de location, potentiel de création de valeur par du développement de la surface bâtie, on peut rentrer dans nos objectifs de rendement qu'on aimerait pour cet immeuble. Et si c'est positif, on va aller visiter l'immeuble. Et je pense que c'est extrêmement important de toujours se rendre sur place, parce que des fois, toutes les décisions qui ont été faites sans se rendre sur place ne sont évidemment jamais les bonnes. Donc on se rend sur place, on fait une première visite. Ça permet des fois de corroborer ou non les hypothèses qu'on avait faites lors de la première évaluation. Et après cette première visite, on va faire, si la visite est concluante, ce qu'on appelle une LOI, une offre d'intention, sur laquelle on va se positionner sur un prix. Si l'offre d'intention est retenue par le vendeur, dans ce cas-là, nous allons donc mandater un expert. Chaque fonds immobilier a un certain nombre d'experts qui sont aussi eux-mêmes agréés par la FINMA et qui vont donc venir sur place et faire une expertise de l'immeuble. À la suite de cette expertise, on utilise la méthode DCF, des cash flows, sur une dizaine d'années. Et je dirais un des points les plus importants dans cette expertise, c'est qu'on prend en compte les CAPEX nécessaires à la rénovation de cet immeuble sur les 10 prochaines années là-dessus. Donc après, c'est aussi la sensibilité du fonds à se dire sur quel niveau de rénovation je veux me positionner. Et nous, on prend énormément ça en considération lors de nos acquisitions. C'est pour ça que les gens disent « Ah, mais si vous avez des vieux immeubles, c'est potentiellement un risque de dépréciation de valeur sur le long terme ». Je dirais oui et non, parce que si on a bien pris en compte les CAPEX nécessaires, il y aura moins de surprises. En tout cas, ça n'a pas d'impact sur la valorisation de ces immeubles. Mais donc, on doit regarder avec l'expert les cash flows futurs. Donc, on prend en compte aussi les niveaux de loyer maintenant et à terme qu'on va estimer. On soustrait de ça les CAPEX. On prend un taux d'actualisation en fonction de l'immeuble, de sa typologie, de son affectation, de sa situation. Et on arrive à un montant. Et donc, nous, on doit valider que ce montant, il est inférieur ou égal... que l'offre qu'on a faite, elle est inférieure ou égale au prix de l'expertise. On n'a pas le droit donc d'acheter plus cher que le prix qui est donné par l'expertise. Ok. Et
dans le cadre d'un appel d'offres, du coup, avec plusieurs étapes, je me suis toujours posé la question, donc comment est-ce que vous faisiez, après avoir fait une première offre, pour augmenter votre offre, ou est-ce que déjà à chaque fois, est-ce qu'à chaque deuxième étape, vous augmentez l'offre, ou pas forcément, et puis comment vous faites pour revaloriser? Ça veut dire que initialement, quand vous avez plusieurs étapes à l'appel d'offres, plusieurs appels d'offres, quand vous faites votre première offre, systématiquement, c'est-à-dire que ça doit être forcément en dessous de l'évaluation de l'expert. Et ensuite, après, vous peut-être alignez. juste en venir, quand tu as des appels d'offres, alors je dirais, les fonds participent souvent à des appels d'offres, mais c'est évidemment pas ce qu'elles préfèrent. On voit que c'était le cas dans les années de haute conjoncture où les prix étaient très élevés, il y avait beaucoup d'appels d'offres. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Donc, on voit beaucoup de courtiers qui arrêtent de faire des appels d'offres, oui, bien sûr, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas reçu d'offres fermes en 2023, ça a souvent été le cas. Mais on en reviendra peut-être plus tard. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as un premier tour, tu fais une offre d'intention, une LOI, à un certain prix. Et généralement, ils vont sélectionner 3 ou 4, 5 offres pour un deuxième tour. À ce niveau de deuxième tour, ils vont te donner un délai pour remettre une offre ferme. Donc là, en ce moment-là, tu dois faire l'expertise, obtenir ton prix ferme. Et tu dois faire en fait ce qu'on appelle nous la due diligence, qui est la due diligence, c'est une partie très importante pour compléter ce que je disais avant, parce qu'une fois que tu as le prix de l'expertise, tu dois faire toute la due diligence, on va aller contrôler tous les actes, tous les baux à loyer, tous les contrats d'entretien, tout ce qui est lié au foncier, les servitudes, enfin vraiment une due diligence complète. Ensuite, on va faire valider par le conseil d'administration, nous du gestionnaire de la SICAV, cette acquisition. On va faire valider l'offre ferme. Et après, à la suite de toutes ces étapes, on va remettre au vendeur notre offre ferme. Donc, le processus est très compliqué. Donc, pour revenir, si tu fais un appel d'offres à 2 tours par un courtier ou autre, eh ben, pour le deuxième tour, il faut faire toutes ces étapes parce que nous, on va remettre une offre ferme engageante. C'est-à-dire que le moment où tu rends cette offre, elle est engageante pour la SICAV. Donc, on doit faire l'expertise, la due diligence et la validation par le ou les conseils d'administration entre ce premier et ce deuxième tour. Et pour revenir à ton point, est-ce que tu montes ou tu baisses en l'offre? Je dirais, ça peut varier évidemment à chaque fois. Nous, on en a fait énormément de ces appels d'offres à plusieurs tours. On a vu que beaucoup de gens baissaient des fois leurs offres entre le premier et le deuxième tour. Ils font une offre assez agressive au premier tour pour être sélectionnés dans un deuxième round et puis là ils baissent leur offre. Et en fait ça les courtiers ne l'aiment pas évidemment. Et donc nous on a essayé de, on va pas trahir de secret ici, mais pas forcément de faire ce genre de choses qu'on n'aime pas tellement jouer. On préfère déjà bien calculer nos choses, savoir où on en est après un premier tour, parce que finalement, ça met du temps aussi de faire cette due diligence, ça coûte de l'argent de faire ces expertises, donc on ne va pas, je dirais, dépenser du temps et de l'argent pour faire un deuxième tour si on pense qu'on n'a aucune chance de remporter après le premier tour. Donc on fait bien nos calculs, et puis généralement on essaie d'être précis si on peut légèrement augmenter pour un deuxième tour, mais pas forcément, ça a été assez rare d'avoir des changements drastiques entre un premier et un deuxième tour. Ouais. Et puis vous êtes souvent aligné avec les autres offres. Alors je sais pas à quel point vous avez connaissance des autres offres. J'imagine rarement ou peu. Mais si vous avez déjà eu des retours, est-ce que vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vraiment ça se joue à 50 000 balles près? Des fois, nous on a gagné et perdu des appels d'offres à 50 000 francs sur des immeubles à 15 millions. C'est incroyable ça. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Il y a parfois des offres où il y a plusieurs offres qui sont vraiment dans un mouchoir de poche, et puis parfois il y a vraiment des objets où, par exemple, il y avait un intérêt particulier où on voit il y a vraiment une offre qui sort complètement du lot, et puis après elles sont beaucoup plus loin, mais toutes dans un mouchoir de poche. Donc ça c'est vraiment, il peut aussi y avoir des situations dans lesquelles certains achats se font parce qu'il y a des circonstances particulières qui peuvent justifier un prix qui est plus élevé que pour un investisseur qui se positionnerait juste pour acheter cet immeuble-là sans intérêt particulier. Mais donc, ça c'est quoi? C'est la symétrie d'information? C'est je sais pas moi, un fonds qui a vu qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose que les autres n'ont pas vu? Un exemple concret, ça peut être par exemple un propriétaire qui a déjà trois entrées côte à côte. Il voit que la quatrième entrée se vend à côté par exemple. Lui, il a un intérêt particulier à l'acheter, la quatrième entrée. Donc lui sera par exemple prêt à mettre un prix plus élevé sur cet immeuble-là par exemple. Mais en soi, si vous êtes limité à l'offre, enfin l'évaluation de l'expert, vous pouvez
vous pouvez essayer de mettre plus, mais si vous n'avez pas le droit. En fait, je dirais là, ce qui suit à ta question, c'est autre chose. C'est est-ce que tous les experts, parce qu'il y en a beaucoup d'experts dans le marché, arrivent tous au même prix? Puis la réponse, elle est non. Il y a des grosses différences entre chaque expert. Ouais. Donc, tu peux aussi savoir en fonction de telle opportunité d'acquisition, les experts qui sont plus ou moins sensibles à ce genre d'acquisition. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes prix, tout le monde n'a pas forcément les mêmes hypothèses. On fait des visites, c'est des fois aussi dur de juger un projet de développement ou un gros immeuble en 10 minutes ou en 1 heure de visite. Tu n'as pas forcément tout le monde le même feedback ou le même, je dirais, évaluation à la fin de cette visite. Mais je dirais ce qui va aussi dépendre énormément finalement dans ces offres, c'est aussi le timing, parce que on voit que sur ces 5-6 dernières années, il y a eu des phases de haute conjoncture, des phases de basse conjoncture. On a vécu 2020, 2021, 2022 avec des prix qui explosaient, les gens se tiraient la bourre dans les appels d'offres. En 2023, plus personne ne participait aux appels d'offres. Ouais. Donc c'est aussi très différent et en fonction des taux d'intérêt, évidemment, tu ajustes aussi sensiblement ton offre. Bien sûr, comment vous avez vécu d'ailleurs, vous, cette année 2023 parce qu'au final, c'était pour les fonds une année de pause, quoi. Pas d'augmentation de capital, très peu de transactions. Je pense qu'on est une exception, hein, donc on est totalement une exception, puisque nous, l'année passée, en 2023, on a fait 2 augmentations de capital qui ont été entièrement souscrites. On a levé 87 millions l'année passée. Ah ouais, ben ça, c'est assez rare. Hein. C'est extrêmement rare. On est complètement une exception sur l'année passée. Alors, la question, elle va se poser, mais pourquoi? La réponse, elle est assez simple, c'est qu'on a travaillé énormément l'année passée, et puis on est venu avec vraiment des bons dossiers d'acquisition. Puis je pense que tout l'objectif des fois dans ce domaine-là, dans l'immobilier, c'est aussi de savoir être anticyclique. Et donc nous, on a toujours dit qu'on a une vue à très long terme de notre stratégie, d'obtenir et de garder ces immeubles sur le long terme, et puis de pouvoir saisir les opportunités du marché quand elles allaient apparaître. Et puis se dire, en 2021-2022, nous, aller acheter des immeubles à Lausanne à 3,5 de rendement brut ou de les acheter à 3 de rendement brut à Genève, n'avait aucun intérêt pour nous, pour nos actionnaires. On n'avait rien de leur sortir derrière. Donc nous, on s'est calmé, on n'a pas fait énormément d'acquisitions durant ces années-là. On a fait des opportunités, des acquisitions vraiment à création de valeur, vraiment des choses où on pouvait vraiment faire des choses très sensibles. Par contre, 2023, hausse des taux. Comme tu le dis, marché de pause pour les fonds immobiliers qui n'ont plus réussi de lever de l'argent. Et nous, on s'est dit, c'est maintenant qu'on doit aller à fond. C'est maintenant qu'il va y avoir des immeubles, parce qu'il y a quand même des immeubles en vente sur cette année 2023. Ouais. Succession, divorce, boirie, gens qui doivent vendre pour des raisons X ou Y. Donc, il fallait obtenir des fonds pour aller sur le marché à ce moment-là. Et donc, nous, on a travaillé d'arrache-pied. On a pu sécuriser des excellentes acquisitions à création de valeur très tangibles et très directes. Et donc, nos investisseurs nous ont suivis. Et donc, ils nous ont amené l'argent pour pouvoir faire ces acquisitions. Et donc, sur l'année passée, on a fait, je crois, plus de 70 millions d'acquisitions sur l'année, plus encore 25 millions de ventes à terme. Donc, on n'était pas loin des 100 millions de signés sur 2023. Ah, waouh. Ouais. Ok, ouais. Une grosse année pour l'année 2023, hein, qui était vachement silencieuse, hein, en tout cas pour les fonds. Ok, alors justement, peut-être que cette introduction-là, c'est un peu le passage entre le processus d'acquisition qu'on a vu du coup en appel d'offres ou pas. Et puis, d'ailleurs, juste par rapport à ça, combien de temps ça prend entre peut-être le premier tour de l'appel d'offres ou la LOI et puis ensuite... Ce que j'ai envie de juste expliquer, c'est qu'il n'y a pas que des appels d'offres. Hein. Ouais, bien sûr. Je veux dire, justement... Généralement, même, je veux dire que c'est même presque une exception dans notre cas de figure, parce que l'appel d'offres, il a l'avantage pour le vendeur d'effacer au maximum la symétrie d'information. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et généralement, ça permet d'aller tirer le meilleur le prix du marché. Et je dirais que nous, la très grosse majorité des acquisitions qu'on a faites, c'était des acquisitions qui n'étaient pas sur le marché. Donc, on a pu faire ça en off-market. On a pu acheter des immeubles directement à des propriétaires sans passer par des appels d'offres, sans passer par des choses qui étaient sur le marché. Okay, et c'est là où on peut acheter évidemment à d'autres conditions. Ok. Et combien de temps ça prend du coup l'analyse, disons, en amont Je dirais que le processus normal, je dirais environ de 4 à 6 semaines minimum d'acquisition. À ça, il faut encore ajouter, je veux dire, s'il y a des délais de préemption des communes, L3PL et autres, le moment où on signe, il y a encore les 40-60 jours pour rentrer en propriété de l'immeuble. Mais on peut faire tout ce processus. Là, on vient de le faire très, très récemment pour un immeuble dans lequel on était très intéressé. On savait qu'on devait agir très rapidement. Je crois qu'on a fait tout le processus en 2 semaines.
du moment où on a obtenu le dossier ou au moment où on a eu l'offre ferme validée par le vendeur qui l'acceptait. Ah ouais, c'est quand même assez rapide. Il faut savoir être réactif des fois. Ouais, c'est clair, surtout en immobilier. Hein. Ok, magnifique. Donc, on a vu le process d'acquisition complet. Et maintenant, du coup, comment est-ce qu'on fait à un moment donné, parce qu'on parlait de l'augmentation de capital, du coup, vous en avez fait 2 l'année dernière avec succès. Félicitations. Et ça, comment ça fonctionne? C'est quoi le process? Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que donc, tous les ans, pour une SICAV ou pour un fonds immobilier, on a une clôture annuelle qui se fait. Donc nous, par exemple, pour Stonehenge SICAV, cette clôture annuelle, elle a lieu tous les 31 décembre de chaque année. Ce qui va se passer pour cette clôture-là, donc il va y avoir une clôture comptable qui va se dérouler de plusieurs manières. Il y aura tout d'abord toutes les expertises, donc les mises à jour d'expertise pour tous les immeubles qui sont détenus par la SICAV, donc qui vont être réalisés par les experts accrédités par la FINMA, donc les experts du fonds. Donc ça, ce sera fait tous les ans. Et puis, tous les 3 ans, les experts doivent retourner sur place pour aller voir comment a évolué l'immeuble. Okay. Donc cette estimation-là de la valeur de marché nous permet d'avoir toutes ces valeurs de marché de tout le portefeuille. Et puis sur la base de ces valeurs de marché de portefeuille, on va pouvoir calculer la fortune brute de la SICAV. Donc dans la fortune brute, on a tout d'abord toutes les valeurs de marché des immeubles, et puis on a aussi tout ce qui est compte de liquidité, par exemple. Ça, ce sera l'argent qu'on va avoir encore sur les comptes disponibles lors de la clôture. Donc ça permet de déterminer la fortune brute de la SICAV. Et ensuite, on a toute la partie qui est relative à la dette. Donc une SICAV immobilière, il faut savoir qu'elle a une possibilité de contracter de la dette pour pouvoir acheter des immeubles. Et puis cette dette, elle est plafonnée à 33%. Okay, donc un tiers de la fortune brute de la SICAV. Okay. Exactement. De manière générale, d'ailleurs, vous restez maximum un tiers d'endettement ou pas forcément? Alors ça, justement, c'est des ratios qui sont contrôlés de manière continue tout au long de l'année. Okay. Donc ça, c'est une limite qui est vraiment légale, hein, donc on peut pas la dépasser. C'est vraiment un trigger, hein. Il faut vraiment qu'on le surveille vraiment de manière continue. Et ça, on le fait vraiment tout au long de l'année. Et puis, lors des acquisitions ou lorsqu'on a des dossiers justement qui arrivent chez nous, lorsqu'on a ces opportunités-là, on regarde est-ce que la capacité d'endettement que nous, on a, elle nous permet ou pas d'entrer en matière sur ces opportunités, justement. Ok. Et pour répondre à ta question, ça va dépendre aussi de la stratégie. Tu dis, est-ce qu'on va utiliser le leverage de l'endettement au maximum ou pas? Ça va dépendre évidemment des opportunités d'acquisition, du coût marginal de la dette, de beaucoup de choses à prendre en considération, savoir où est-ce qu'on... Mais pour répondre, si on regarde les rapports annuels de beaucoup de fonds ont baissé leur taux d'endettement l'année passée. Ok, à cause de tout ce qui s'est passé. Ouais. D'accord. Et maintenant que les taux baissent, on verra ce que ça va donner. Ok, donc ça veut dire que vous faites ce point capacité d'endettement. Si vous avez une opportunité, vous dites ok, bon, est-ce qu'on est plafonné d'un point de vue endettement? Parce qu'autrement, sinon c'est possible de s'endetter pour faire l'acquisition. Et autrement, c'est là que s'introduit l'augmentation de capital. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un moment, en fait, quand ton dossier, ton levier d'endettement est utilisé au maximum et qu'on ne peut plus faire d'augmentation d'endettement, et bien évidemment, si on veut continuer à grandir, le seul moyen de faire, c'est faire une augmentation de capital. Et en fait, ce qui va se passer, l'augmentation de capital, l'argent qui va être apporté par les actionnaires, en fait, on rembourse de la dette, puis après, tu recommences un cycle où tu reprends la dette sur chaque acquisition jusqu'à qu'on arrive au levier d'endettement maximum, et on refait une augmentation de capital. Voilà. Ok, donc en fait, les augmentations de capital que vous faites sont intimement liées aux opportunités d'investissement qui sont sur le marché. Exactement. Ok. Et puis, et combien de temps ça prend concrètement? Parce que justement, si vous avez des opportunités qui arrivent, ça doit être compliqué à jauger combien est-ce qu'il faut lever, parce que potentiellement il y a de nouvelles opportunités. Mais peut-être que... Quand je me suis présenté, j'ai dit que je m'occupais des acquisitions et des investisseurs. C'est que 2 choses, mais ça prend énormément de temps. En fait. Et tout l'objectif, c'est de matcher les deux, justement. C'est de dire que justement, on doit se positionner sur des opportunités. Et pour se positionner sur ces opportunités, il faut de l'argent. Et pour ces argents, il faut des investisseurs. Et puis ces investisseurs, si tu es un très gros fonds et que tu as une réputation depuis 30 ans sur le marché de performance, peut-être qu'ils te donnent de l'argent, un chèque en blanc en disant tiens, je te donne de l'argent, va sur le marché, va trouver des choses.
dans des fonds comme le nôtre, il faut leur présenter des dossiers tangibles, de dire votre argent, si vous me le donnez, je vais acheter cet immeuble ici à Lausanne, je vais acheter cet immeuble à Genève, je vais faire ce projet de développement ici sur la côte. Et là, du coup, c'est tangible, ils comprennent là où ils vont mettre leur argent et ils investissent. Ok, mais pour présenter ces projets-là, il faut les bloquer. Exactement. Et pour les bloquer, souvent, le vendeur va vouloir savoir, s'assurer que les fonds sont bien là. Alors, évidemment que ça vient aussi avec l'expérience. Il faut réussir à sécuriser des dossiers d'acquisition, exactement comme tu le dis, en parallèle de ton augmentation de capital. Ouais. Le planning d'une augmentation de capital, c'est très long, c'est beaucoup plus long alors que le processus d'acquisition. On parle de plusieurs mois pour nous. Plusieurs mois. On pourrait l'expliquer, oui, c'est extrêmement long, le processus d'augmentation de capital. C'est pour ça que les fonds font une par année, généralement pas plus. Par contre, justement, comme tu le disais, évidemment que tu vas travailler en amont sur des dossiers d'acquisition, que tu vas essayer de sécuriser. Alors évidemment, la meilleure manière de sécuriser serait de signer une vente à terme avec un acompte. Mais qu'est-ce qui se passe du quid si à terme, je n'ai pas levé l'argent lors de l'augmentation de capital, je ne peux pas m'exécuter, je perds l'acompte. Et ça, c'est évidemment inenvisageable pour beaucoup de fonds immobiliers parce que ce serait une perte sèche. Donc l'idée, c'est évidemment aussi de travailler en confiance avec certains vendeurs, peut-être déjà avec qui on a déjà travaillé, puis d'être sûr que par notre expérience et puis notre professionnalisme, là si on pense s'engager, c'est qu'on va s'exécuter derrière. Mais c'est clair qu'on n'est pas exclu de pouvoir des fois perdre des opportunités en cours parce que ça a mis trop de temps pour pouvoir concrétiser. Mais ça, je dirais, perdre des opportunités, ça fait, dans notre métier, c'est aussi... ça fait partie du jeu. C'est clair, c'est clair. Du coup, Léon, comment ça fonctionne l'augmentation de capital ou sur la procédure du coup, des mois qui se passent entre le moment où on lance la chose et puis on clôture? Alors du coup, je dois revenir sur le processus de clôture, du bouclement, donc le bouclement annuel. Donc, comme je disais, il faut calculer les valeurs de marché des immeubles, donne la fortune brute, on déduit la dette, et puis l'impôt de liquidation, ça donne la fortune nette. Puis cette fortune nette est divisée par le nombre de parts. Donc le nombre de parts, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nombre de parts individuelles que chaque actionnaire a. C'est-à-dire, pour donner un exemple, pour la SICA, par exemple, on est aux alentours des 2 millions de parts aujourd'hui. Donc on va diviser justement cette fortune nette par ce nombre de parts, et puis ça va nous donner une valeur nette d'inventaire, qu'on appelle aussi couramment la VNI, par exemple, dans le jargon des fonds immobiliers. Donc cette VNI-là, elle est calculée de manière annuelle lors des clôtures. Et puis on a en parallèle de ça le compte de résultat, qui permet en fait, lui, sur la base des revenus et puis des charges qui ont été payées durant l'année, de savoir quel est le résultat net qui a été réalisé sur la base justement de l'exploitation des immeubles. Ce résultat net, il permet de calculer le résultat qui permet de calculer le dividende qui serait distribuable au maximum. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a également toutes les variations de valeur vénale au cours de l'année qui nous permettent aussi d'avoir un résultat total qui est calculé aussi par la suite. Donc ça, on le fait lors de chaque clôture annuelle. Quand on fait une augmentation de capital, l'exercice est assez similaire. On fait exactement donc on recalcule les valeurs de marché de chacun des immeubles. On recalcule les dettes, ça nous donne la valeur nette d'inventaire par part également. Et puis la seule différence, c'est que si on fait l'augmentation de capital en cours d'année, si par exemple on l'a fait, alors nous on clôture au 31/12, si on l'a fait par exemple au 1er juin, on va avoir déjà 5 mois d'exercices qui se sont écoulés. Ces 5 mois, ils auront généré des charges et des revenus. Et puis ça, justement, on doit calculer également ces revenus et ces charges pour calculer justement ce qu'on appelle le revenu couru par part et qui sera demandé également lors de l'augmentation de capital. Donc lors de l'augmentation de capital, ce qui est calculé pour la part nette, c'est justement cette valeur nette d'inventaire plus le revenu couru. Ok. Et puis à partir de là, comment vous communiquez ça quand vous lancez l'augmentation de capital? Déjà, c'est qui investit dans l'augmentation de capital? C'est d'abord toujours les investisseurs historiques que vous avez. Ensuite, potentiellement, ça s'ouvre ou... Peut-être pour répondre à plusieurs questions que tu viens de poser.
sur le processus d'augmentation de capital, comme Léon te l'a expliqué, donc il y a toutes ces étapes, je dirais, comptables, comme tu dis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment T, si l'augmentation de capital elle est calculée pour le 1er octobre, il faut qu'on ait en fait calculé le prix de la part pour le 1er octobre. C'est pour ça qu'on met à jour toutes ces expertises, qu'on calcule les revenus courus, comme Léon l'a expliqué. Ça, c'est toutes les parties, je dirais, comptables, administratives. On travaille avec une banque dépositaire. Tous les fonds immobiliers ont une banque dépositaire. Donc, pour revenir à ta deuxième question, c'est la banque dépositaire qui informe et qui émet des bulletins de souscription, qui émet aussi des fact sheets sur cette augmentation de capital, qui explique tout ce genre de choses. Puis après, je dirais, nous, c'est notre travail en tant que gestionnaire, évidemment, d'aller, contacter nos actionnaires principaux pour les tenir au courant de cette augmentation de capital, s'ils veulent savoir participer ou pas. Et évidemment, via les distributeurs du produit, c'est des gens dont le job, c'est de trouver d'autres actionnaires. Et ben, nous, on est sollicités pour faire passablement 2 présentations, roadshow et autres, pour aller présenter notre fonds à des institutionnels aussi, et à des fortunes privées pour présenter notre fonds, pour leur voir s'il y a un intérêt pour participer à l'augmentation de capital. Ok. Et dans ces investissements, justement, est-ce que c'est majoritairement des institutionnels ou pas forcément ? Ça va dépendre à chaque fois. Ah oui. Alors évidemment que la plupart des fonds immobiliers, je pense qu'ils ont tous aussi certaines maturités qui sont différentes. C'est-à-dire quand tu débutes, nous, cette SICAV, au début, quand elle a été créée, c'était quelques dizaines de millions. C'était aussi principalement certains swaps d'apports de familles qui venaient au début. Ouais. Là, à ce moment-là, de ces fonds-là, tu as plutôt des investisseurs privés. Les investisseurs institutionnels vont dire qu'en dessous de 200 millions de fortune brute, c'est un peu petit pour se positionner, c'est trop risqué, parce que sur un immeuble, il peut se passer des choses qui auraient un impact sur tout le produit. Ouais. Donc finalement, au cours de la maturité, au début, c'est plutôt des investisseurs privés. Par la suite, après, en fonction des résultats que tu as montrés, par je dirais, au professionnalisme, à l'expérience, des institutionnels peuvent décider de participer à une augmentation totale s'ils y croient. Après, c'est aussi un très bon feedback et une très bonne preuve de reconnaissance quand des investisseurs institutionnels investissent dans un produit comme le nôtre. Ouais, complètement. Tu as parlé avant de CAPEX, ouais. Parce que là, du coup, on a vu le processus d'acquisition, le due diligence, l'augmentation de capital, sur le CAPEX, qui est donc au final le fonds de rénovation pour l'immeuble, pour les personnes qui nous écoutent, qui est très important de prendre en compte, surtout aujourd'hui. Pour des questions ESG, on en parlera après. Il y a aussi, donc, dans toute la partie due diligence, je voulais savoir jusqu'à quel détail est-ce qu'un fonds doit aller dans l'analyse typiquement des baux à loyer. Parce que du coup, chaque bail est pris individuellement. Étant donné qu'il y a la L3PL, la LDTR, vous êtes surtout à Genève. Et quand on regarde bail après bail, même bail de parking, bail de petits dépôts. On regarde tout. Ouais. Non, c'est assez poussé. Ah ouais, donc ça veut dire que dans la DCF, sur 10 ans, il y a l'évolution de l'état locatif, mais en prenant en considération chaque bail. Ah ouais, ok, donc ça va loin. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi comment vous positionnez par rapport à la loi sur l'énergie, peut-être, vu qu'on parle de CAPEX, vu que vous êtes présent à Genève et Vaud, dans le calcul des CAPEX, justement. Parce qu'il va y avoir énormément de travail là, sur le marché immobilier dans le secteur aujourd'hui, en Suisse romande. Et puis, comment est-ce que vous arrivez déjà à prendre en considération ça sur la suite ? Il y a pas mal d'incertitudes quand même maintenant. Oui, il y a pas mal d'incertitudes, c'est clair. Et puis, on sait que le contexte réglementaire, il évolue très vite, aussi bien en termes de règles que de subventions, notamment. Ça évolue très vite. Tous les ans, on a toujours des nouveautés. Il y a toujours des nouvelles règles qui s'appliquent. Nous, ce qu'on essaie de faire, vraiment, c'est d'essayer de regarder objet par objet lorsqu'on est face à une opportunité. On regarde quels sont les besoins réels du bâtiment. C'est clair qu'on a aussi certains bâtiments qui, comme Vincent l'a expliqué, nous, on investit beaucoup sur l'arc lémanique. On est aussi souvent confronté à des questions qui sont liées au patrimoine. Et puis ça, justement, ça rend encore la question plus difficile parce que quand on est justement lié à ces questions de patrimoine, les rénovations d'enveloppes notamment sont rendues encore plus difficiles, avec des règles qui sont encore plus particulières. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder vraiment objet par objet, quelles sont les priorités, voir en termes de chauffage notamment, qu'est-ce qui est actuellement existant dans l'immeuble, quel est le besoin de rénovation à moyen, court terme, voire long terme. Et puis en termes également
d'enveloppe du bâtiment. On va regarder vraiment tous les éléments en détail, les fenêtres par exemple, la façade, la toiture, comment elle est. Est-ce que les combles sont isolés? Est-ce que la dalle du sous-sol est isolée? Donc tous ces éléments-là, on va les prendre en considération, on va les analyser et puis on va en fonction de ça estimer ou non le besoin de rénovation. Et puis s'il y a un besoin de rénovation, on va estimer aussi les coûts qui y sont relatifs. Ok. Est-ce que vous avez, du coup, alors, est-ce que tout ça, c'est compté dans les CAPEX uniquement ou vous avez typiquement dans le cadre des critères ESG aujourd'hui et puis de la mise à jour de tout ce parc, est-ce que vous avez des primes, des cotes sur le taux d'actualisation immédiatement en disant, bon, bah, okay, nous, on a une note ESG attribuée je sais pas, au parc, respectivement aux immeubles individuellement. La note de cet immeuble s'étend. On a une décote par rapport à ce qu'on fait. Ou bien tout est par rapport au portefeuille. Ou bien tout est comptabilisé dans les CAPEX. C'est tout le temps. par immeuble. Hein. Ouais, et le taux d'actualisation, il est pris en compte aussi par l'expert en fonction de l'immeuble qu'il a visité et qu'il a pris en compte. Ouais. Donc il y a un taux d'actualisation qui prend en compte, plus les CAPEX qui sont dans l'expertise. Ok, d'accord. Non, c'était surtout parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la valeur verte, donc une valorisation spécifique uniquement pour la durabilité de l'immeuble et de ses critères ESG. Et je voulais savoir si déjà dans votre portefeuille, vous avez intégré une valorisation spécifique pour ça, ou bien si au final c'est compté dans les CAPEX respectivement, c'est intégré au taux, quoi. Alors je dirais c'est plutôt aujourd'hui intégré dans les CAPEX. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont lancées pour justement essayer de quantifier cette valeur verte qui est difficilement estimable. Hein. Bien sûr. Il y a peu d'experts qui à ce jour prennent en compte cette valeur verte, aussi bien en plus qu'en moins. Hein, parce que si un immeuble est classé en G, forcément la valeur verte elle sera plutôt négative. En A, ce sera plutôt l'inverse. Donc à ce jour, moi je serais plutôt d'avis de dire que cette valeur verte elle n'est pas calculée de manière scientifique et de manière précise. Parfait, on a oublié un petit peu on n'est pas allé suffisamment en profondeur sur la partie différence entre un fonds immobilier qui est coté et non coté, c'est quand même des différences importantes. C'est quoi les différences les plus importantes entre les deux? Ok. Alors, je pense qu'une des différences les plus importantes, et beaucoup de fonds cherchent à obtenir cette cotation. Pourquoi? Parce qu'elle va offrir aux actionnaires une liquidité qui vont trouver insatisfaisante lors des fonds non cotés. C'est vrai que quand tu as un non-fonds coté, tu vas participer à une augmentation de capital pour rentrer comme actionnaire, mais si tu décides de sortir, c'est pas du jour au lendemain comme si c'était à la bourse. Ça prend combien de temps à peu près? Il y a plusieurs opportunités, possibilités. Hein. Un gestionnaire comme nous peut organiser une espèce de marché secondaire. On a contact avec nos autres actionnaires, dire est-ce que j'en ai un qui est vendeur de X parts, est-ce que j'en appelle d'autres, tu serais intéressé à racheter ces parts-là. On a des plateformes comme Property Match, qui est une spin-off aussi d'une plateforme qui permet de trader des titres non cotés de fonds immobiliers. Et puis finalement, il y a la dernière solution, c'est la demande de rachat de parts. Donc en fait, on doit demander au fonds lui-même, à la CICAV, qu'elle rachète les parts. Et donc en fait, il y a 12 mois de préavis pour la fin d'une année. Évidemment, c'est fait parce que si quelqu'un venait en disant je veux vous me rachetiez 30 millions de parts, évidemment, nous, on serait obligés de vendre des immeubles pour ça. Donc ça doit nous laisser le temps de vendre ces immeubles-là. Donc cette liquidité, elle est extrêmement importante. Et c'est la cotation, elle amène ça. Et finalement, cette liquidité, elle a une prime qui s'appelle l'agio, souvent, justement. Donc l'agio, ça va être la différence de prix entre la VNI, que Léon a expliqué, qui est une valeur vraiment financière basée sur la valeur des immeubles, et le cours de bourse. Et ça, c'est un agio, qui peut être aussi un disagio, si on passe en dessous de la valeur des VNI. Et ça va donner des opportunités de marché, d'acheter en dessous de la valeur de VNI ou d'acheter au-dessus et de profiter de ça. Okay. Par contre, aussi, ce qui est important, c'est on parle aussi qu'ils font une masse sous gestion d'environ 500 millions de francs pour envisager la cotation. Ok. Donc vous, c'est envisageable? Pas encore. On va en parler dans un instant, mais c'est dans l'idée ou pas, à long terme? Je pense que la plupart des fonds immobiliers ont ça dans leur tête. Ok, d'accord. Excellent. Du coup, c'est quoi les objectifs pour la suite maintenant pour Stonehenge? Alors Stonehenge SICAV, aujourd'hui, c'est 39 immeubles dans le portefeuille. Ça représente une fortune d'à peu près 370 millions, répartie principalement sur l'arc lémanique et essentiellement investi dans de l'immobilier résidentiel.
L'objectif à terme, c'est de continuer à grandir. Donc nous, on s'est fixé un objectif capé de 600 millions. Et puis, l'objectif, c'est de continuer de regarder des opportunités, de pouvoir justement réaliser ces opportunités qui nous permettent de continuer à créer de la valeur pour nos investisseurs. Okay. Peut-être si je peux compléter ce qui se passe aussi dans un fonds immobilier comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Léon, l'objectif c'est de grandir, mais il y a deux choses. C'est-à-dire qu'un, il y a des immeubles sur lesquels on a vraiment une vue long terme, on veut les garder, ce sont des objets stratégiques pour notre fonds, et il y en a d'autres qui vont être peut-être moins stratégiques, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la création de valeur, on l'a fait dans certains immeubles déjà au jour d'aujourd'hui, on a appris, il y avait certains challenges, on a pu les tourner, on a pu améliorer la situation, puis si on va les définir comme non stratégiques pour les SICAV, on va les revendre avec une certaine plus-value. Et quand on fait tourner un peu le portefeuille là-dessus, et quand on les revend avec plus-value, on va réaliser ce qu'on appelle un gain en capital réalisé. Et qui dit réalisé dit distribuable à nos actionnaires. Donc ça, c'est aussi intéressant de faire de la création de valeur pour nos actionnaires. Parfait, merci infiniment Vincent et merci Léon pour le partage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis c'était sympa d'enregistrer l'épisode ensemble. Merci beaucoup. beaucoup. Ciao, ciao.